bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique, de géostratégie d'Alain Juillet. Et aujourd'hui, une nouvelle émission où nous allons parler d'une région dans le monde un peu compliquée, mais Alain Juillet va vous expliquer ça très précisément avec son invité, c'est la zone sahélo-saharienne. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Là, c'est vraiment une zone un peu compliquée. Et je vous laisse... Oui, mais que les Français commencent à bien connaître, hein, parce qu'à force, les médias en ont beaucoup parlé depuis quelques années. Et puis ça a été pendant très longtemps une zone d'influence très importante de la France. Alors tout le monde sait qu'actuellement la France rencontre de nombreux problèmes dans la zone sahélienne. On l'a vu au niveau militaire, on le voit au niveau politique, on le voit au niveau des relations diplomatiques. Et il n'est pas facile d'arriver à comprendre ce qui se passe, pourquoi ces ruptures, pourquoi ces oppositions. Et j'ai pensé donc qu'il était intéressant qu'on puisse faire un point de situation avec tout ce qui se passe. Et pour le faire, comment mieux faire que d'inviter notre ami Emmanuel Dupuy, donc le président de l'IPSE, hein, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, qui est aussi un professeur à l'Institut catholique, je crois, de Lille, qui est aussi auteur, enfin, qui est surtout, pour moi, au-delà de tous ces titres, un véritable spécialiste de cette région. Alors, d'abord, bienvenue. Merci. Bonjour Alain et bonjour Claude. Et merci ravi de retrouver ce plateau. Voilà, de retrouver ce plateau. Et alors, je voulais commencer en évoquant le problème relativement récent du Burkina Faso. Je rappelle pour nos auditeurs et pour nos spectateurs, un gouvernement qui se met en place, qui renverse le gouvernement traditionnel qui était là depuis fort longtemps, qui est remplacé par un gouvernement qu'on considère comme démocratique, et bon, avec le président Kaboré. Et puis, coup d'État militaire, premier coup d'État militaire. Il est remplacé par des militaires qui ne sont pas contents du tout parce qu'ils considèrent que le président ne jouait pas son rôle, et surtout dans ces parties conflictuelles du Burkina Faso, où un certain nombre de gens sont en opposition frontale avec le pouvoir, et en particulier des islamistes. Et puis derrière, un nouveau coup d'État qui vient d'arriver maintenant, et chaque fois, ces coups d'État s'accompagnent d'une position anti-française. Comment se fait-il que le Burkina Faso, qui était un pays plutôt tranquille, calme, c'est un pays pauvre, qui est au nord, où il y a beaucoup de nomades, essentiellement des Peuls d'ailleurs, hein, les Peuls, et puis bien sûr des Touaregs, mais c'est surtout des Peuls. Et comment un pays comme celui-là, qui ne posait pas trop de problèmes, est devenu un pays à problème interne, mais aussi avec la France. Alors c'est un très bon résumé parce que personne finalement aurait pensé que le Burkina Faso, qui était un havre de paix, contrairement au Mali, dont on connaît évidemment l'instabilité chronique, et notamment l'instabilité liée à la migration des groupes armés terroristes qui, après l'Afrique du Nord, se sont installés dans le septentrion malien. On pensait que Burkina Faso, qui a longtemps joué le rôle de médiateur justement entre les pays de la zone sahélo-sahélienne, Claude et vous-même, Alain, avez mentionné cette zone que les Français connaissent à travers en fait 5 pays. Alors que le Sahel, ce sont 12 pays qui vont du Sénégal jusqu'à Djibouti, mais on se concentre l'endroit où cœur de la zone, voilà, où les militaires français sont engagés. Exactement. Donc, on a 5 pays auxquels vous faites référence, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Mauritanie, même s'il n'y a pas de soldats français qui est physiquement présent en Mauritanie, mais on associe évidemment la Mauritanie dans cet espace où, malheureusement, depuis maintenant une dizaine d'années, avant que les militaires français interviennent dans la zone à partir de 2013, des groupes armés terroristes, c'est l'acronyme qu'on utilise, GAT, qui soient d'essence d'Al-Qaïda ou d'ascendance d'Al-Qaïda, puisque beaucoup avaient fait leurs premières armes dans le terrorisme salafiste algérien, le groupe islamique armé ou le groupe salafiste de prédication et de combat, qui a donné naissance à toute cette engeance liée à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et puis de l'autre, à un terrorisme plus récent, lié à l'État islamique, qui a non seulement perturbé le Mali, mais de facto qui perturbe désormais un pays comme le Burkina Faso. D'où une première explication, le Burkina Faso est devenu, par contingence finalement, un lieu où les groupes armés opèrent, ce qui n'était pas forcément le cas au moment où les forces françaises sont intervenues au Mali, pensant juguler
le risque terrorisme dans le nord du Mali pour éviter justement, c'était l'argument qu'avait utilisé François Hollande et qui je crois était un bon argument, d'essayer d'éviter que la contagion ne dépasse les frontières du Mali. Force est de constater, 10 ans plus tard, puisque nous sommes intervenus en janvier, le 9 janvier 2013, précisément 10 ans plus tard, on voit bien que l'ensemble des pays est atteint. Pire, désormais, il y a une propagation vers le sud, une méridionalisation du phénomène terroriste, où désormais des pays voisins, qui étaient là aussi des havres de paix, en tout cas des partenaires économiques solides, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, sont eux aussi touchés par ce risque terroriste. Donc pour répondre à votre question, le Burkina Faso est au milieu de tout ça. C'est un pays enclavé. C'est un pays, comme vous l'avez dit, d'ethnies différentes, dans lequel il y a toujours eu des heurts intercommunautaires, mais qui n'étaient pas du terrorisme tel que l'on entend aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément mettre de côté le fait qu'il y a une radicalisation dans les différentes communautés en question. Dans la communauté Peul, dans la communauté Touareg, vous l'avez mentionné, puisque ce sont finalement de là dont sont puisés les terroristes, ou en tout cas les soldats qui combattent au nom de ce salafisme, enfin ce terrorisme de tradition ou d'essence salafiste. Alors le Burkina Faso est pris dans la tourmente, et d'une certaine façon, même si on ne peut pas forcément comparer totalement avec ce qui s'est passé au Mali, on a un peu la même dynamique. Oui, ça c'est exactement. Le pouvoir central voit une partie de son autorité mise à mal dans les parties septentrionales, qu'elle ne contrôle plus ou elle ne va plus, où les services publics sont défaillants et où les forces armées donc n'assurent plus la sécurité, et donc de facto sont remplacés par d'autres acteurs. Des acteurs qui, eux, pratiquent la terreur et d'une certaine manière administrent, selon leur bon vouloir et selon leurs principes d'essence religieuse, une bonne partie du territoire du Burkina Faso. C'est ce qui nous ramène à ce qu'était le Mali entre la fin de l'année 2012, dernier semestre de l'année 2012, lui-même perturbé par un coup d'État militaire, puisque l'intervention française est intervenue alors que nous étions aussi dans un gouvernement de transition qui avait succédé au coup d'État militaire qui avait été mis en place sous l'égide du capitaine à l'époque, Dadis Camara. Donc il y a effectivement à peu près une comparaison à faire avec le Burkina Faso, vous l'avez rappelé, qui est sorti du rail démocratique. Absolument. Le président Christian Macre-Kaboré a lui-même été donc défait par un coup d'État militaire en janvier de l'année dernière, qui a vu donc émerger des officiers, donc un mouvement pour la restauration, un mouvement populaire pour la restauration et le salut, sous l'égide d'un lieutenant-colonel, qu'on connaît maintenant bien, mais qui n'est plus au Burkina, puisqu'il a lui-même été chassé par des officiers plus jeunes que lui, Paul-Henri Damiba, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui lui-même a été chassé par un autre coup d'État militaire, il y a quelques jours, avec des officiers plus jeunes. Le capitaine, on descend, on est passé du grade de colonel, lieutenant-colonel, au grade de capitaine, ce qui nous ramène quand même à une histoire ancienne, puisque le capitaine Sankara avait lui-même pris le pouvoir absolument, à peu près au même âge que, en définitive, exactement, au même âge que cela. Ibrahim Traoré, d'ailleurs, Ibrahim Traoré, dans son gestuel, dans sa dialectique, dans son narratif, comme on dit, emprunte beaucoup de cette pensée sakarienne. Et d'ailleurs, je fais la jonction avec ce que vous dites, avec cette notion de remettre en cause un substrat colonial dont on nous accuse, et de facto qui est utilisé par d'autres puissances. Vous l'avez mentionné avec la Russie, mais on pourra y revenir. On va y revenir, que c'est un point intéressant. Alors, on voit que dans tous ces pays, parce que le problème, il est général. Le Mali, on le connaît. Bon, là, on vient de voir basculer le Burkina Faso. Bon, au Tchad, certes, ce n'est pas exactement la même chose, mais il ne faut quand même pas oublier que le président Déby, qui était le président du Tchad, appuyé par la France, apprécié par tout le monde, a été tué. Alors, on a mis son fils adoptif, mais le fils adoptif, il a beaucoup de mal pour gérer son pays, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. En plus, c'est pas... Vous savez, Idriss Déby faisait partie d'une tribu qui s'appelle les Agawa, ce sont les guerriers, et qui s'opposaient depuis toujours. Il y a toujours eu un conflit entre les Toubous du Nord, qui sont aussi des guerriers, les Toubous et les Agawa. Et là, on voit que maintenant, le fils, il n'est pas Agawa, il est Toubou.
d'origine, le fils adoptif. Et donc ça pose un problème, il n'arrive pas à s'imposer par rapport aux troupes qui étaient avec son père. Donc problème encore. Et puis il y a le Niger, où là il y a un problème, et c'est là-dessus que j'en arrive pour ma question. Au Niger, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le président tient à peu près avec l'armée, tient à peu près tout le monde. Mais ils sont quand même très inquiets, parce qu'il y a deux aspects. D'une part, les militaires trouvent quand même que les militaires français ne sont pas toujours très coopératifs avec eux. Là, on retrouve le problème qu'on a connu au Mali et au Burkina Faso. Mais aussi, on voit que dans la sphère politique, au Parlement du Niger, un certain nombre de députés, et pas des moindres, sont carrément des porte-paroles des trafiquants de drogue. Parce qu'il y a un problème dont on ne parle pas dans toute cette zone, mais qui est en train de se développer très fort, c'est que c'est devenu un des chemins de drogue vers le nord et vers l'Europe. Drogue qui vient, je vous rappelle, d'Amérique du Sud. Alors ça aussi, ça pose problème. Parce que donc on est dans une zone où nos militaires, là j'arrive à nos militaires, ils sont dans une situation difficile. Hein. On leur demande de maintenir l'ordre d'une certaine manière. Ils sont avec des troupes locales qui ne sont pas toujours enthousiastes pour travailler avec elles, hein, et avec des gouvernements qui sont totalement déstabilisés. Donc, je ne sais pas comment vous voyez la suite, mais pour le moment, en tout cas, est-ce que le concept même de force d'intervention type Barkhane et autres est encore concevable dans cet environnement, dans la zone? Vous avez posé les bonnes questions. Quand le président Hollande intervient, il intervient dans un contexte très particulier, qui est une opération de contre-terrorisme, littéralement pour aider les FAMA, les forces armées maliennes, qui n'étaient pas suffisantes en nombre, premièrement parce qu'elles étaient d'une certaine façon prises dans la tenaille de ceux qui soutenaient le putsch et ceux qui ne soutenaient pas le régime militaire issu de ce putsch en mars 2012. Et comme le contexte est important, le président Giancandé Traoré de transition appelle la France à la rescousse, littéralement. Après, on peut s'interroger sur le fait s'il l'ait fait spontanément ou pas, mais ça c'est une autre question. Toujours est-il que la France intervient pour une mission très spécifique et d'une efficacité redoutable, l'opération Serval, qui en quelques semaines libère la totalité des villes qui avaient été conquises durant les 4 ou 5 mois précédents par les groupes djihadistes, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal, ce qui fait dire à François Hollande, à la libération de Tombouctou, donc quasiment, le 2 février, un mois et demi après, c'est le plus beau jour de ma vie politique. On a réussi. On a réussi à éradiquer, à désenquister les groupes armés terroristes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, les groupes se sont dispersés. Exactement. Ils se sont cachés. Et ils ont agi avec habilité. Vous avez mentionné avec raison, je crois, le fait que les terroristes que nous avions en face de nous étaient des terroristes dont la capacité de financement était exponentielle, car ils disposaient de cette manne financière qu'est le trafic de drogue. 40% de l'héroïne que nous consommons et une bonne partie de la cocaïne transitent par cette autoroute de la drogue qui va de l'Amérique latine à la Guinée-Bissau, en remontant par le Sahara, puis en prenant deux axes, l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre, un petit peu moins la Tunisie. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça rapporte principalement l'argent qui a permis donc de motiver, au sens propre du terme, les combattants qui, de facto, trouvaient une alternative à la carence d'emploi, à l'exclusion sociale et sociétale dont ils étaient victimes, puisque entre le gouvernement central au Mali, à Bamako et le nord, il y a 2800 km, mais évidemment avec des infrastructures qui ne sont pas équivalentes, qui ne sont pas homogènes. Donc ce cocktail détonnant... Si je me permets, excuse-moi d'interrompre, et avec en plus une chose, c'est que le gouvernement central au Mali ne voulait absolument pas aider la partie nord, considérant que ce n'étaient pas les mêmes, c'était des Touaregs. C'était des problèmes ethniques. Infréquentables pour eux qui étaient au sud, des gens tranquilles. D'autant que le phénomène de cousinage ou le phénomène de filiation et de coopération se faisait avec les pays du voisinage. Et oui, en plus. Entre Kidal et Tamanrasset, vous avez une proximité géographique qui rend plus aisée les coopérations. Et de facto, la porosité de la frontière n'aide pas à la stabilisation de la zone, dans un sens comme dans un autre, voire les ingérences du pays voisin qu'est l'Algérie. Donc, on est dans une configuration
en août 2014, où la France a rempli sa tâche. Évidemment, en ayant perdu un certain nombre de militaires français au début de l'opération, et je crois qu'il faut toujours rappeler que les militaires français qui sont toujours au Sahel ont eu à déplorer 56 morts, c'est important, dont 48 au Mali. Donc ça veut dire que le Mali est vraiment le nœud gordien de toute l'instabilité dans la région. Donc à partir de ce moment-là, la nature de l'opération change. Et donc de facto, c'est peut-être là où les erreurs ont pu être commises, où nous n'avons pas suffisamment pris en compte le fait qu'on passait d'une opération de contre-terrorisme à la lutte contre le terrorisme, qui implique une opération militaire autant que des actions de développement, qui implique qu'il y ait une appropriation des États une fois que la zone est sécurisée et que ce n'est pas à l'armée française d'administrer les territoires. En tout cas, elle ne le fait plus depuis que nous avons donné l'indépendance à ces pays. C'est pas possible à la fin pour leur imposer notre... c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique proconsulaire. Et donc, de facto, ce n'est pas à l'armée française d'administrer la ville de Kidal. C'est aux forces maliennes, à condition qu'il y ait un accord et qu'il n'y ait pas ce hiatus qui a pu exister entre les forces supplétives militaires touareg qui ont aidé les autorités maliennes pour certaines ou qui ont combattu les autorités maliennes. Donc, premier élément de réponse, la nature de la mission a changé au moment où elle s'est élargie. Il ne s'agissait plus de stabiliser au Mali, mais de stabiliser dans les pays du voisinage. Le Niger, évidemment, le Burkina Faso et de facto le Tchad, puisqu'il y avait une sorte de concomitance entre les groupes armés terroristes du Sahel, enfin du Sahel central, et les groupes armés terroristes qui agissaient précédemment autour du Nigeria, autour du lac Tchad, dans la région de Difa, Zander, donc dans cette porosité de frontières qui englobe le Cameroun, qui englobe le nord-est du Bénin, le Nigeria bien sûr, le Tchad et le Niger. Et donc ça c'est le phénomène de Boko Haram. Il y a un cousinage évident puisque l'un et l'autre sont soit très proches, soutenant Al-Qaïda, en tout cas c'était le cas de Boko Haram à partir de 2009, et puis bien évidemment un certain nombre d'autres mouvements qui eux ont prêté allégeance à l'État islamique à partir de 2015-2016. Et donc de facto revenant désormais à une affiliation auprès de Daesh. Donc ce phénomène a fait que des pays comme le Niger, qui était relativement stable également, premièrement parce que l'appareil sécuritaire y était efficace, deuxièmement parce que le président Issoufou, Mahamadou Issoufou, le prédécesseur de Mohamed Bazoum, contrôlait parfaitement le dialogue avec ses voisins, et donc il y avait une sorte de coopération régionale qui de facto se faisait, parce que les présidents avec les autres, des différents pays, vous avez mentionné Idriss Déby Itno, qui malheureusement est décédé en avril 2020, vous avez mentionné le président ATT, même s'il était notoirement corrompu, mais enfin, il était là, et il y avait cette stabilité. On pourrait aussi y rajouter le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui aussi a été victime d'un coup d'État en août 2020, et puis le président Blaise Compaoré, qui, jusqu'en 2014, assurait une forme de stabilité. Et donc, d'une certaine façon, il y avait une sorte de... Et je n'oublie pas, bien sûr, le président Aziz et le président Ghazouani en Mauritanie, mais c'est un petit peu à part. La Mauritanie, c'est à part. Ils ont peu de troubles, ils contrôlent la situation. Ils ont contrôlé parce qu'ils ont géré de manière plus agile, plus souple, leurs relations avec les groupes armés terroristes, en dealant avec eux d'une certaine manière. Mais pour revenir à votre question, on était dans une configuration où il y avait la même temporalité entre l'agenda sécuritaire que la France proposait, à la demande des autorités, pour assurer ou pour pallier à des absences de capacités militaires dont ne disposaient pas les États, une cohérence politique où tous les chefs d'État et de gouvernement étaient en symbiose, en adéquation, ce qui a permis très tôt, en 2014, de créer le G5 Sahel, d'où les 5 pays que nous avons mentionnés, donc une coopération ad hoc en matière de sécurité permettant de développer concomitamment, conjointement, les capacités militaires de chaque État. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, cette coopération s'est délitée, alors que la plupart des États ont été victimes de tensions politiques. Coup d'État au Mali, double coup d'État au Mali, en 2020, en 2021, double coup d'État, on l'a mentionné, au Burkina Faso, en janvier 2022, et il y a quelques temps, quelques semaines, quelques jours, une instabilité chronique liée à la succession
dont certains récusent la légitimité au Tchad, avec l'arrivée du fils de Mahamat Déby, Idriss Déby, qui est illégitime au regard de sa filiation et illégitime au regard de la Constitution. Oui. Et puis, il faut quand même aussi l'avoir à l'esprit, un phénomène de francophobie qui, au fur et à mesure, s'est accéléré, aggloméré au fait que depuis maintenant 8 ans, alors que la France dispose de moyens conséquents, alors que la communauté internationale a soutenu, à travers la mise en place d'une opération onusienne, la MINUSMA, alors que nos partenaires européens et américains, finalement, nous aident dans cette lutte contre les groupes terroristes, nous n'arrivons pas à éradiquer le terrorisme. Et c'est un phénomène qui est artificiellement utilisé contre nous. Alors, mais justement, alors, est-ce qu'une question qu'on peut se poser, parce qu'après tout, c'est comme vous l'avez très justement dit. Bon, dans la première opération Serval, on a été très brillant, on sait faire. Hein. Une attaque très rapide pour bloquer, on sait faire, ça a été parfait, réussi. Et après, on décide de basculer sur une surveillance de zone. Et là, on fait un peu un boulot, je dis intentionnellement ce mot-là, un peu de troupe d'occupation. On est partout et on impose. De stabilisation, c'est une opération de stabilisation. Oui, mais pourquoi je dis troupe d'occupation? C'est parce que progressivement, les gens nous ont perçus comme tels au niveau de la population. Alors la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est me souvenant des leçons que nous avons apprises par nos militaires après la guerre d'Indochine, Trinquier, Lacheroy, Godard, enfin tous ceux qui avaient fait des livres là-dessus après la guerre d'Indochine, et Galula d'ailleurs. Galula qui a été ensuite cité par le général Petraeus américain, le patron, qui a été chef des forces spéciales, patron de beaucoup de choses en Irak, puis patron de la CIA aussi. On a oublié une chose, c'est que l'armée doit être comme le poisson dans l'eau avec la population, pour reprendre le terme de Mao. Or, visiblement, nous avons, dans ces pays, notre armée a été efficace, mais ne s'est absolument pas intégrée avec la problématique locale. Et là, c'est les technos, quoi. On est dans la... Les technos sont efficaces, d'accord, mais où est le cœur, où est l'amitié, où est la fraternité? Et on sait très bien que dans des zones de conflit, il faut qu'il y ait une partie... Alors, est-ce que c'est, et c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que c'est l'État français lui-même qui n'a pas su, à côté de l'action militaire développée par les militaires, n'a pas su développer toute une série d'autres mesures, qui auraient pu être d'aide aux populations, ou alors est-ce qu'on ne voulait pas parce qu'on ne connaissait pas notre boulot? Bien, alors on le paye, mais on sait pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'on est complètement passé à côté de l'autre volet des guerres modernes, à savoir fraterniser avec la population? Vous avez raison de mentionner donc, cette logique de contre-insurrection, qui a 2 volets. Tous les auteurs que vous avez mentionnés, je rajoute le colonel Hogar aussi, qui est un des grands concepteurs donc, de cette contre-insurrection. Donc il y a la logique cinétique, lutter contre ceux qui disturbent l'ordre, et il y a surtout l'autre volet, penser au jour d'après. Eh oui, il faut gagner les populations. Gagner le cœur et les esprits, c'est la phrase qui a été utilisée par les Américains dans leur opération en Afghanistan, et penser, comme le disait Galliani, au lendemain où il faudra ouvrir le marché, permettre que dans une zone de conflit, la vie reprenne son cours. Exactement. Et je crois que ça, pour répondre directement à votre question, la France a un peu omis cette ligne opérationnelle, en disant que la priorité, c'était d'avant tout de se débarrasser des terroristes. Une fois que les terroristes seraient plus là, ce serait plus à elle de faire ce travail. Le problème, c'est que si ce n'est plus elle qui le fait, et si l'État ne veut pas le faire, les terroristes restent. Ou mieux, ou pire, ils reviennent. Exact, et c'est ça notre problème. C'est qu'on a fait une opération brillante, parfaite, où d'une certaine façon, si l'État malien était efficace à ce moment-là, donc on est entre le printemps et l'été 2014, l'État malien était encore trop faible pour reprendre l'initiative. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle nous sommes restés plus longtemps. Parce qu'il eût été logique, d'ailleurs, François Hollande, quand il revient sur cette période, est souvent interrogé, il me dit, mais pourquoi est-ce qu'après l'opération Serval, nous ne sommes pas partis, puisque le travail était fait. Et donc François Hollande dit, oui, mais le problème, c'est que l'État malien n'était pas encore refait, et que les FAMA, les forces armées maliennes, n'étaient pas encore reconstituées. Que la lenteur administrative, vous l'avez mentionné, faisait que l'équipement des forces armées maliennes qui devait être assuré par l'Union européenne par le biais d'une opération qui s'appelle EUTM Mali, European Union Training Mission, l'équipement, la formation,
n'était pas opérationnel au point de pouvoir remplacer et de pouvoir assurer la continuité. Donc nous sommes restés un peu plus longtemps. Le problème, c'est que nous sommes restés un petit peu plus longtemps avec le même nombre d'hommes. Bon, on a multiplié par 2, mais c'était infiniment moins que ce qui était nécessaire, sur une zone qui était 6 fois plus grande. Donc ça ne pouvait pas marcher pour ça. Car on ne peut pas, avec 2500 hommes au Mali et 5000 ou 5100, puisque c'est même monté jusqu'à 5500, assurer une fonction qui aurait nécessité 10 fois plus d'hommes. On l'a bien vu avec l'Afghanistan. Avec l'Afghanistan, il y a eu 150 000 hommes au plus fort de l'intervention. Donc, structurellement, il y avait ce problème. Après, il y a l'autre problème que vous évoquez, c'est que avec le trafic de drogue, avec la concomitance de la grande criminalité, avec le phénomène de la corruption qui reste une logique avec laquelle il faut malheureusement travailler. Oui, c'est clair. Que tout ça fait que les intérêts des uns et des autres consistaient à ce que la situation ne s'arrange pas. Un certain nombre de responsables politiques locaux, c'est le cas par exemple dans le nord-est ou le nord-ouest du Nigeria, se satisfaisaient parfaitement de la montée en puissance des budgets militaires. On peut même aller plus loin. Le président Bazoum, qui est lui-même un sécuritocrate, puisqu'il fut ministre de l'Intérieur, l'actuel président du Niger, fut ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, se satisfaisait parfaitement de la multiplication par 2 de son budget de la Défense. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où, face à une instabilité chronique de l'administration, l'inexistence de l'État en tant que tel, les militaires se structuraient ou se restructuraient avec des moyens financiers considérables. L'exemple du Tchad est parfaitement illustratif. 20% du budget tchadien est consacré aux forces de sécurité et à la défense. Donc forcément, ça crée un appel d'air, une appétence à ce qu'il y ait plus de contrats d'armement. Et d'une certaine façon, nous sommes aussi responsables d'avoir un peu accéléré le délitement de l'État en hypertrophiant la seule logique sécuritaire, qui par ailleurs, vous l'avez mentionné, nécessitait une visualisation très concrète auprès de populations qui voyaient et qui voient toujours. Le rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques mois, en juin dernier, précise que l'année dernière, il y a eu 6 000 victimes du terrorisme dans les 5 pays qu'on a cités. Et donc forcément, par le biais de la guerre informationnelle, ce qu'on appelle désormais la guerre hybride ou la guerre hors champ, il est facile de désigner le coupable. Bien sûr. Tous ceux qui, depuis 10 ans, vous disent qu'ils vont éradiquer le terrorisme, ne l'ont pas fait. Nous vous offrons une ligne de sortie. On est le coupable idéal. Une façon autre de concevoir la sécurité. Les populations maliennes sont en train d'y revenir, parce que, évidemment, pour peut-être en glisser un mot, ce ne sont pas 1000 membres d'une société militaire privée qui peuvent remplacer une action militaire globale, multispectrale, disposant d'une couverture aérienne, d'une capacité de renseignement, d'une capacité de drone, de frappe de drone, et évidemment avec des troupes qui disposent à la fois d'une artillerie, d'une cavalerie, d'une capacité de cavalerie mobile, les AMX-10 RC que nous avions disposés sur le terrain, et évidemment d'hélicoptères. Donc, encore une fois, on ne peut pas comparer l'offre sécuritaire russe, de Wagner aux forces françaises. Par contre, dans l'esprit des gens, ne voyant ni l'efficacité de l'État, ne voyant pas le résultat probant des forces françaises, forcément, la nature ayant horreur du vide, le dernier qui arrive donne l'impression que c'est lui qui va éradiquer le problème. Alors que, comme vous l'avez très justement dit, vu les moyens qu'il met, il n'y a aucun espoir. C'est pas possible. C'est compliqué de faire avec 10 fois moins ce que nous aurions dû faire avec 10 fois plus. Mal à réaliser, voilà. Et on peut se demander d'ailleurs si dans ce cadre-là, il n'y a pas eu chez nous, parce que j'ai remarqué beaucoup de commentaires sur le fameux groupe Wagner, donc la milice privée dont vous parliez. En définitive, si ce n'est pas devenu aussi pour nous un espèce de coupable idéal en disant, bon, ben, nous, on part pas très glorieusement, comme il faut quand même, on ne veut pas trop expliquer parce qu'on a quand même une responsabilité dans tout ça, alors on met tout sur le dos de l'autre qui devient l'affreux, l'horrible et autres, et Wagner devient le monstre absolu. Je ne dis pas pour autant que ce soit des enfants de cœur, hein, c'est pas du tout. Vous avez raison de mentionner le coupable idéal, et je précise et je prolonge votre pensée, quand Emmanuel Macron, dans ses discours, quand il justifie
le départ des militaires français. Il l'a fait en février de l'année dernière. Il l'a refait en juin dernier, au moment où il justifie le fait que nous quittions définitivement le Mali, que nous allions fermer les 6 bases que nous avons fermées. Il met en exergue en disant mais nous le faisons parce que nous ne pouvons pas travailler avec Wagner. Et donc il y a cette surreprésentation, cette focalisation. L'ancienne ministre de la Défense, Florence Parly, l'année dernière, à l'occasion du forum de Dakar sur la sécurité, dans son discours, a quasiment rendu coupable, non pas les groupes armés terroristes de l'instabilité, mais le groupe Wagner, qui empêcherait de lutter contre les groupes armés terroristes. C'est absurde. Et en plus, on est totalement exagéré. C'est totalement exagéré. 5 fois plus gros. Donc en plus, c'est quand même pas eux qui devraient nous impressionner. Ça devrait être plutôt le contraire. D'autant qu'ils sont en train, accessoirement, de quitter le continent africain, parce qu'ils sont appelés à combattre dans d'autres régions. Ils ont quitté depuis, vous avez tout à fait raison, parce qu'en plus, ils ont quitté l'Afrique à 80%, parce qu'il faut qu'ils se battent. Ils sont en train de se battre à Bakhmout, en train de faire du combat de rue à Bakhmout. Yevgeny Prigozhin, un des fondateurs, avec Dimitri Oufkine, qui est les patrons, maintenant, désormais, sur le site Internet, disent plus aucun recrutement sur l'Afrique. Maintenant, les seuls recrutements, c'est pour l'Ukraine. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que dans cette affaire-là, les paramètres, enfin en France en tout cas, nos paramètres sont faussés dans tous les sens. Parce qu'en définitive, on avait réussi l'opération de départ, on s'est mal positionné pour l'exploitation, je dirais la surveillance de zone, en ayant un nombre de gens insuffisant, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux d'ailleurs. Ensuite, on n'a pas joué avec la population, on n'a pas poussé les gouvernements, parce qu'on pouvait quand même à prendre un certain nombre de mesures. Résultat, on se fait détester par la population. Et pour ne pas avouer qu'en définitive, on a loupé le coup, alors on va charger les autres en disant c'est de leur faute et c'est pas la nôtre. Mais derrière tout ça, il faudrait quand même espérer qu'au niveau de l'État, on va se poser des questions sur notre capacité d'intervention et la modélisation de la stratégie qu'on doit utiliser dans ce cadre-là. Parce que c'est quand même très grave. Parce que derrière ce retrait actuel du Sahel, nous perdons notre image dans toute l'Afrique francophone. Bien sûr. Parce que ça, c'est un point sur lequel il faudrait qu'on revienne aussi, parce qu'on est en train de perdre pied partout. Alors on perd pied aussi parce que nous ne sommes pas tout à fait clairs sur la manière de soutenir des régimes ou des responsables politiques qui ne sont pas totalement dans la probité démocratique que nous prônons par ailleurs. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara est un allié fidèle de la France. Ceci dit, pour la population ivoirienne, en tout cas une partie... C'est pas un modèle démocratique parfait. En tout cas, c'est quelqu'un qui a torturé un petit peu sa constitution en exigeant de faire un mandat de plus. De la même manière que nous soutenons activement le président Macky Sall, puisque nous y avons 350 militaires qui y sont encore stationnés, je ne suis pas certain que nos admonestations visant à ce qu'il évite un 3e mandat soient entendues. Et donc l'idée selon laquelle on associe le soutien à des responsables politiques peu vertueux, en tout cas peu respectueux des normes internationales dont nous érigeons en maître par ailleurs, me semble un phénomène qui va aggraver notre délitement et la grande porosité des attaques contre nous. Prenons juste l'exemple de la Guinée. Nous avons soutenu mollement, mais nous avons quand même soutenu et légitimé le 3e mandat d'Alpha Condé. Il y a eu un coup d'État parce que la population n'acceptait pas cet état des faits. Et je suis très inquiet, comme vous, du fait qu'un certain nombre de nos plus fidèles alliés, ceux de la sphère francophone, sont en train de la quitter. Absolument. Vous avez le Gabon et le Togo qui sont passés au Commonwealth. Le Commonwealth en juin dernier. C'est aberrant. Parce que le président Macron est allé, là aussi, un peu à Canossa, si vous m'autorisez l'expression, pour devoir essayer de convaincre le président Paul Biya, qui fait son 6e mandat, peut-être son 7e, pour qu'il ne rejoigne pas lui-même. Alors, il est déjà membre du Commonwealth, puisqu'il y a une partie du Cameroun occidental depuis 1995. Par contre, il y a une pression russe très forte, puisque c'est le dernier État à avoir signé un accord de coopération. Donc nous sommes allés au Cameroun pour essayer de remettre un peu de France. Nous sommes allés au Bénin pour essayer de favoriser une relation avec le président Patrice Talon, dont on dit qu'il rejoindra de toute façon le Commonwealth. Et nous sommes allés en Guinée-Bissau avec le président Umaru Sissoko Embalo, qui n'est pas francophone puisqu'il appartient à une autre zone géographique qui est celle de la lusophonie. Et puis la Guinée-Bissau n'est peut-être pas un État qui est un modèle. Et la Guinée-Bissau a lui-même
été victime d'un coup d'État, tentative de coup d'État en février dernier. Et tout le monde sait qu'en Guinée-Bissau, c'est la porte d'entrée des trafiquants de drogue dont nous avons parlé précédemment. Donc c'est un narco-État, hein, d'une certaine manière. Mais vous avez raison de dire que la France ne fait pas la jonction entre l'instabilité et la responsabilité du narcotrafic dans cette instabilité. Absolument. C'est pour ça qu'on est dans une situation complexe en définitive, parce que en quelques années, la France, qui était considérée comme le grand frère, allez, je mettrai entre guillemets, hein, mais le grand frère dans toute cette zone, a progressivement perdu pied. Et aujourd'hui, même dans les pays, comme vous venez de le rappeler, les plus traditionnellement proches de nous, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, on n'a pas une situation aussi sûre que ça. On pourrait même élargir le trait. Quand Mme Borne va en Algérie, j'ai rien contre le fait que Elisabeth Borne fait son premier déplacement à l'étranger, c'est quand même de l'ordre symbolique, avec 15 ministres, pour relancer une coopération qui était quand même à l'état de mort cérébrale. Le problème, c'est que, à force d'aller dans le sens du poil de certains de nos partenaires, nous en hérissons d'autres. Et donc le Maroc... J'allais vous dire, le Maroc est fort mari du fait que nous sommes en train de perdre voilà. notre allié, parce que quand on voit l'Algérie et le Maroc a toujours été notre allié depuis son indépendance. Et en matière de lutte antiterroriste, un allié formidable sur l'antiterrorisme. L'Algérie, c'est pas la même chose. Or, maintenant, avec la politique qu'on est en train de suivre, le Maroc est en train de nous lâcher complètement et devenir américain, israélien, d'ailleurs aussi, il y a des liens formidables. Ils ont signé les accords d'Abraham. À cause des accords d'Abraham. Et le Maroc est en train de s'implanter dans toute l'Afrique francophone avec ses banques, parce que nous, on s'est retirés, nos banques se sont retirées de ces zones-là. En définitive, on peut se poser des questions. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure. La France a-t-elle une politique sérieuse pour l'Afrique francophone? Je crois que notre politique étrangère vis-à-vis du continent africain est un peu schizophrène. Et donc, du coup, on se met à favoriser le dernier venu, parce qu'il nous donne l'impression que c'est celui qui bloquait jusqu'à présent, l'Algérie. Le problème, c'est que si on en fait trop du côté algérien, on perd du côté marocain. Et on perd aussi du côté tunisien. Et donc, cette politique d'équilibre que pourtant le président Macron ne cesse de rabâcher comme une sorte de modèle, le non-alignement, la politique d'équilibre, n'est pas, dans les faits, une réalité. Et donc, nous privilégions le Niger aux dépens du Mali. Nous privilégions le Tchad aux dépens de la République centrafricaine. Nous privilégions l'Algérie, aujourd'hui, aux dépens du Maroc, en oubliant que, par telle logique de vase communicant, la stabilité ou l'instabilité de l'un va provoquer la stabilité ou l'instabilité de l'autre. Le meilleur exemple, c'est que nous avons totalement délaissé la Libye, parce que nous ne sommes plus, entre guillemets, en capacité d'être dans cette politique d'équilibre. On l'a abandonné complètement. Et donc, comme on a abandonné la Libye se tourne vers d'autres alliés. Et des alliés qui sont d'évidence ceux qui lui sont le plus proches, en l'occurrence l'Italie, et économiquement l'Allemagne. Et c'est peut-être là où on peut rajouter un autre élément, c'est que nous n'avons pas forcément été servis aussi par nos alliés, qui ont bénéficié de notre faiblesse et qui ont su profiter subrepticement de notre affaiblissement pour gagner des parts de marché. Vous connaissez comme moi très bien le Maroc. On peut se désoler du fait que, non pas que je sois contre le fait que l'Espagne soit le premier partenaire économique du Maroc, mais on peut se poser la question pourquoi la France n'a pas fait tout pour être le plus proche possible. Il y a quand même 3 milliards de différentiel dans la balance commerciale, 12 milliards pour l'Espagne, 9 milliards pour la France. Et ce qui se passe pour l'Espagne est en train de se passer avec la Tunisie, qui est le premier partenaire de la Tunisie, l'Italie, et non plus la France. Et donc j'ai l'impression que non seulement il y a des attaques indirectes dont nous connaissons l'origine, la Russie, la Turquie, la Chine, qui jouent finalement parfaitement de leur partition d'être des perturbateurs et qui, d'une certaine façon, récusent notre leadership et savent utiliser les failles de notre système. Et ceux qui, de manière moins insidieuse ou en tout cas moins correcte, jouent contre nous alors que nous devrions être main dans la main dans cette logique de coopération. Et ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir dans la manière dont nous nous projetons aussi sur le continent africain, où jusqu'à présent, nous avons voulu amener nos partenaires comme équipiers d'une stratégie qui serait française avant d'être européenne, et nos partenaires européens qui finalement disent
on va faire la même chose. Oui, bien et sûr. d'une certaine manière, c'est la logique d'une concurrence qui, dit-on, est libre et transparente, ou libre et sans entrave. Il faut aussi avoir à l'esprit que nos partenaires sont parfois des adversaires. Je crois qu'on va arrêter sur cette bonne parole, parce que on est parti du Mali, mais ça nous a permis d'avoir une vaste analyse sur, et c'est ça qui me paraissait fondamental, sur en réalité la politique extérieure de la France vers les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique sahélienne, où au départ on avait toutes les cartes en main, et où à la fin on s'aperçoit que on n'a plus de cartes et on voit les autres se développer à notre place, concurrents, ennemis, mais aussi amis. Merci Emmanuel pour cette toujours un plaisir très intéressante de faire ces palabres stratégiques en votre compagnie, exactement, Alain. Pour essayer d'ouvrir les yeux de nos auditeurs sur une réalité et qui, si vous avez bien écouté ce que disait Emmanuel, est quand même très différente de ce qu'on a tendance à nous raconter à partir du moment où, évidemment, beaucoup de gens n'ont aucun intérêt à nous faire voir ce qu'est le véritable dessous des cartes. Et merci à Emmanuel Dupuis, qui est toujours très clair dans ses explications et qui nous permet de comprendre un peu mieux. Effectivement, il se passe tellement de choses dans ces zones qu'il nous fallait un expert. Et merci encore à Emmanuel Dupuis d'être parmi nous. Retrouvez-nous pour des émissions encore passionnantes sur Openbox TV. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV. Et vraiment, nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.